Très bien. Et qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre quand ils font ça? Est-ce qu'ils mettent en œuvre leur compréhension des relations spatiales, ou bien est-ce qu'ils mettent en œuvre les capacités qu'ils ont déjà quand ils ont 2 ans, hein. Ils ont 10 mois. D'accord? Et vous ne pouvez le voir, ça, que si vous les mettez dans une situation piège. C'est-à-dire, si vous leur dites, ok, tu vas me le copier, mais tu ne verras pas le modèle. Donc le modèle, je le cache, regarde-le, je le cache, vas-y. Tu ne te souviens pas, tu peux le revoir, je te le remonte. Mais là, on voit que on peut amener l'enfant à penser, à traiter de manière un peu plus représentative, langagière, bien sûr, mais un peu plus représentative les relations spatiales. Et donc, vous voyez, j'aime bien cet exemple parce qu'il montre, bon, je ne peux pas le faire le développer, mais il montre bien comment on a intérêt, comme ça, à confronter les élèves, les enfants, à des diversités de situations qui vont, dans un cas, leur permettre d'exprimer des compétences qui sont vraiment qui sont latentes, qui sont émergentes, et puis dans un autre cas, on va voir ce que valent ces compétences et ce qu'elles correspondent à une compréhension. Alors qu'est-ce que j'ai au magasin après? Voilà. Alors, un que j'aime bien, donc ça c'est moyenne section début d'année, chapitre de l'algorithme. Donc les élèves devaient, la maîtresse leur a donné un truc, ils devaient colorier, ils devaient faire une alternance, quoi. Ils devaient colorier des petits cailloux qui mènent du chevalier au château, bleu et rouge. Ça va? Donc vous voyez qu'il y en a un qui s'est bien débrouillé, 2 fois un bleu, c'est pas grave, et puis il y en a un qui s'est moins bien débrouillé. Pendant un certain temps, il a oublié qu'il devait changer de crayon. Ça va? Alors j'ai demandé à cette enseignante, j'ai demandé si elle pensait que celui qui s'était bien débrouillé avait compris ce qu'il faisait. Elle me dit, bien sûr, il a bien fait. Oui, bien fait. Alors, j'ai ensuite rassemblé les élèves qui avaient bien fait, et puis je leur ai proposé de travailler comme ça. Je leur ai présenté, voilà, j'avais une feuille vierge, j'ai commencé moi à faire l'alternance, et puis je me suis arrêté, et puis je leur ai dit, maintenant vous allez me dire de quelle couleur il faut colorier le caillou. Mais je ne suis pas passé au suivant, j'ai sauté quelques cailloux. Je suis allé vers où j'ai mis un point d'interrogation. Ouh là là, pas facile ça. D'accord. Alors après j'ai été encore plus vicieux, je leur ai donné à chacun une feuille vierge, vous allez faire ce que la maîtresse vous a envie de faire, mais d'abord je vous donne le crayon rouge, et puis après je vous donnerai le crayon bleu. Là, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ça montre bien, hein, vous voyez que dans un cas, quand ces élèves qui, alors bon je généralise, mais ça fonctionne, hein, ces élèves qui y arrivent, ils y arrivent, bien sûr, de manière attentionnée. Ils échangent un coup le rouge, un coup le bleu, s'ils sont à peu près centrés sur ce qu'ils font, ils ne se plombent pas, même s'ils regardent un peu en l'air, ils peuvent se tromper pendant un moment, mais ils ne sont pas en train de mettre en œuvre une règle d'alternance. Ils sont en train d'alterner les crayons, ça reste, mais c'est très important qu'ils sachent faire ça, bien entendu. Il faut le faire, bien sûr, c'est très important, mais ils ne sont pas en train de monter. Voilà. Et puis ce que je préfère, moi, quand je leur demande de travailler sur les alternances, eh bien, c'est de le faire mais sans voir le résultat. Donc si ce que ça prend, c'est pas cher, ça coûte un rouleau de papier sopalin, merci. Oui, il faut que ce soit assez... L'autre, ça marche pas. De papier sopalin, et puis on leur demande, en leur donnant des perles de couleurs, de fabriquer des choses, et puis de voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils peuvent décrire ce qu'ils font? Est-ce qu'ils peuvent se rendre compte qu'ils ont fait ou pas des erreurs? Est-ce qu'ils peuvent reproduire quelque chose? À partir du moment où vous masquez le produit, là forcément vous vous adressez un peu plus à la représentation et vous rendez un peu plus visible la compréhension. Bon, puisque Sylvie a dit que nous avions fait des activités du côté de l'ordre, j'aime bien cette activité. J'aime bien cette recherche-là. Bon, c'est un travail qui a été fait par des collègues suisses il y a quelque temps, où on demandait à des enfants de remettre en ordre ces 3 images. C'est un grand classique de la remise en ordre des images, c'est aller chercher les confitures sur le haut de l'armoire. Je pense qu'aujourd'hui, on pose un peu ça dans les classes, on allant chercher la confiture sur le haut de l'armoire. En plus, il faut se casser une jambe, je ne sais pas. Enfin bref, on leur demande de les remettre en ordre. Ok. Et on s'aperçoit qu'assez tôt, il y a des enfants de 3 ans, des enfants de 4 ans qui arrivent à les remettre en ordre. Très bien. Mais ça ne suffit pas pour s'assurer que l'enfant a compris ce que c'est que mettre en ordre. Non seulement il faut qu'il sache le mettre en ordre,
mais surtout, il faut qu'ils rejettent les autres ordres. Et ça n'est que lorsqu'ils sont capables de rejeter les autres ordres que nous savons qu'ils savaient un petit peu ce qu'ils faisaient quand ils mettaient les images dans le bon ordre. Et on s'aperçoit chez ces enfants qui sont capables, en âge relativement précoce, de remettre en ordre, que quand vous leur proposez d'autres ordres ici, et vous leur demandez ce que ça va, ils disent oui, ça va. Pourquoi? Parce qu'ils retrouvent les images. Et la réalisation de leur ordre a sans doute été, c'est très bien comme ça, a sans doute été organisée par une voir perceptivement quelque chose qui les aide à s'y retrouver. Mais ça n'est que lorsque l'enfant est capable de rejeter les mauvais ordres et d'expliquer pourquoi ils sont mauvais, qu'il a vraiment compris ce que c'est. Alors vous voyez là encore cette différence entre les deux. Bon, je vais passer sur ton truc. Donc, bien. Donc, il me semble que mettre l'accent sur la avoir en tête ce souci pour la conceptualisation vous amène à ne pas confondre réussite et compréhension, d'autre part à imaginer des dispositifs qui vous permettent à la fois des dispositifs d'évaluation mais aussi des dispositifs d'intervention. Alors je voudrais montrer, là plus rapidement peut-être, disons la relation entre conceptualisation et utilisation des stratégies cognitives. J'imagine que certains d'entre vous travaillez beaucoup sur des stratégies cognitives, par exemple, stratégie d'apprentissage, ça peut être en lecture, ça peut être en étude, ça peut être en n'importe quoi. Toutes les activités méritent d'être traitées de manière stratégique. Donc les stratégies, c'est des activités, des aides que nous utilisons pour être un peu plus efficaces dans des tâches qui sont relativement complexes, qu'on ne peut pas faire directement. Il faut procéder par étapes, etc. Alors, je vais prendre cet exemple-là, et je prends cet exemple-là parce qu'il a été conduit aussi bien chez des jeunes enfants que chez des adultes avec retard mental, relativement récemment. Donc c'est une activité où vous présentez toute cette série d'images. Là, je reprends le dispositif, on a repris. On avait déjà mis ça dans le catégorique avant que les collègues fassent le travail, mais de toute façon, c'est une tâche qui existe depuis longtemps. Donc, vous avez des images, et le jeu, c'est d'éliminer le plus vite possible toutes les images sauf la cible. La cible, en l'occurrence, ça, c'est un bouton, et pour éliminer les images, pour les retourner, eh bien, il faut les désigner verbalement. Donc, si vous dites robe, on retourne la robe, et puis c'est bon, et puis on explique un petit peu qu'il faut se débrouiller, il faut y arriver le plus vite possible. Ça va ? La tâche est claire. Bon. J'ai peut-être un autre exemple. Bon. Voilà. Donc, si vous dites les vêtements, mais d'un coup, vous en enlevez plusieurs. Et ça va plus vite et vous êtes plus efficace. D'accord? Alors, voilà ce qui se passe aussi bien avec le jeune enfant qu'avec la recherche qui a été faite avec des personnes adultes avec retard mental modéré. On leur demande. On fait faire cette tâche, bon, avec les consignes qu'il faut, et attendez, parce que voilà. Et on s'aperçoit d'une chose tout à fait intéressante, c'est qu'ils n'utilisent pas les termes catégoriels, ils ne vont pas utiliser vêtements, ils ne vont pas utiliser les choses qui se mangent, ils ne vont pas utiliser animaux. Mais quand ils vont éliminer les images, ils vont les éliminer à l'intérieur de ces catégories. Et donc, ils vont commencer par n'importe, les aliments. Donc ils vont dire les frites, le pain, etc. Puis après ils vont passer d'autres catégories. Ça n'est pas parce qu'ils n'ont pas les mots correspondant à habits, à aliments, etc. Non, c'est pas ça. Ils les ont, on s'est assuré qu'ils, dans ces recherches, c'est sûr qu'ils les ont. Et puis, si on leur dit, par exemple, on leur donne des images, on leur dit par exemple, mets ensemble tous les animaux, les vêtements, etc. Ils le font. Si on leur donne des images, si on leur demande de les classer, ils y arrivent. Ça va? Ils peuvent le faire. Ils ont des procédures pour le faire. Mais ces procédures-là, en tout cas, le résultat de ces procédures n'est pas suffisamment conceptualisé pour qu'ils puissent les utiliser de manière stratégique. Parce que dans cette tâche-là, utiliser les catégories pour éliminer le plus vite possible les images, c'est une stratégie. J'utilise une connaissance catégorielle comme stratégie pour être plus efficace. Et on s'aperçoit qu'effectivement, peut-être que l'utilisation de ce type de stratégie, il y en a bien d'autres, mais par exemple, si je prends ça, voilà, vous demandez à des enfants, vous leur dites qu'ils vont devoir mémoriser les images, et puis vous leur dites, bon, mais tu vas les apprendre. Et puis tu peux les toucher, tu peux les mettre comme tu veux pour t'aider. Hein.
Et puis une fois que tu les sauras, on va les cacher, puis tu me diras ce qu'il y avait comme image. D'accord? Bon, on s'aperçoit que ça prend un certain âge avant que les enfants ne commencent à catégoriser les images pour les apprendre. Et alors même, ça c'est curieux, alors même qu'ils savent que quand c'est catégorisé, c'est plus facile. Si je leur présentais ce type de stimulus-là, tout mélangé, ou bien les images réunies par catégorie, ils seront capables de vous dire que celles qui sont réunies par catégorie sont plus faciles à apprendre. Intéressant. Mais ils ne vont pas spontanément catégoriser les images pour les apprendre. Alors là aussi, on s'aperçoit que la conceptualisation est un facteur de l'utilisation efficace des stratégies. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais à une époque, j'ai eu des étudiants qui ont travaillé sur l'enseignement de ce type de stratégie cognitive sans travailler sur la conceptualisation des catégories. Nous avons obtenu des résultats très intéressants à court terme, mais ces résultats, ces progrès se sont dépassés dans le long terme, simplement parce qu'on n'avait pas travaillé sur les catégories. Donc c'est pour vous donner un autre exemple. Je reste dans le domaine des connaissances catégorielles, parce que c'est un domaine que je connais bien, on n'a pas mal travaillé là-dessus avec d'autres collègues à Aix. Mais c'est cette idée que on va enseigner des stratégies cognitives, mais il faut penser au fait que ces stratégies cognitives reposent peut-être sur des connaissances conceptuelles qui déterminent l'utilisation efficace et à long terme des stratégies. Bon, je vais passer. Voilà, juste un mot sur autorégulation cognitive et conceptualisation. Bon, nous savons que l'autorégulation cognitive est un bon prédicteur de la réussite scolaire à tous les âges, de la maternelle à l'université. Et en tant qu'autorégulation, vous voyez, on a une belle définition là, une personne qui s'autorégule, c'est le problème de vision, en référence à un objectif, vous avez ça sous les yeux, vous pouvez le demander tout le monde. Voilà, nous aimerions que nos élèves et nous-mêmes soyons autorégulés à ce point-là. Bien, alors, c'est bien de se dire l'autorégulation cognitive, de faire de l'autorégulation cognitive, de son développement, un objectif pédagogique. Je veux essayer de faire en sorte que les élèves soient plus autorégulés dans les apprentissages. C'est bien. C'est un objectif louable. Comment faire? Comment faire? Alors là, on ne peut pas leur dire sois autorégulé. Ça pose un problème. Hein. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je ne sais pas trop, mais très souvent, on se trompe un peu d'objectif. C'est-à-dire qu'on va passer sur des trucs de type motivation. Ben, c'est bien d'avoir une approche motivationnelle des apprentissages, c'est important. Mais voilà, on ne sait pas comment prendre cette relation entre les caractéristiques personnelles, motivationnelles, affectivo-motivationnelles et l'efficience cognitive. On ne sait pas trop comment l'attaquer. Hein. Et on a tendance à dire souvent il faut qu'il soit motivé pour qu'il soit plus efficient. Ben, comment les motiver? Alors, on peut un peu, il y a une stratégie, mais nous savons que c'est quand même limite dès qu'on est confronté, dès que les élèves sont confrontés à des apprentissages difficiles. Et ma réponse, comment dirais-je, la position face à ce problème, c'est de dire, à chaque fois que nous mettons les élèves en situation de conceptualisation de savoir-faire préalable, qu'ils maîtrisent, alors nous les mettons dans une situation qui peut leur permettre de développer, de comprendre à leur niveau ce que peut être un fonctionnement autorégulé, en leur faisant faire l'expérience de l'efficacité, parce que conceptualiser, ça demande un traitement efficace. On l'a vu tout à l'heure, déjà inhiber les réponses automatiques, il faut déjà, voilà, il faut le faire, il faut le mettre en place, et puis ensuite voilà, être attentif, mettre en relation, etc. Tout ça, ça prend de l'énergie, ça prend des motivations particulières. Donc voilà, il me semble que oui, quand on a le souci quand on pense à ce processus de conceptualisation, du même coup, on peut, comment dirais-je, traiter plus aisément des problèmes qui sont difficilement abordables dans le domaine, en tout cas, de l'enseignement, quant aux relations entre motivation, objectif, etc., et fonctionnement cognitif.
Et il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas se dire je vais d'abord les motiver, puis après je vais les mettre aux tâches. Parce que ce qui est important, c'est que c'est faire en sorte d'accroître leur motivation dans la tâche. Bien, alors, qu'est-ce que je... Bon, je vais... Voilà. Et puis, ce que j'avais dit en premier, je pense que la conceptualisation, ou la compréhension de la conceptualisation est aussi un organisateur pour l'enseignant, parce que c'est un guide parmi d'autres. Hein. On a un guide qui lui permet d'avoir une approche critique de ces situations et de ces interactions. Alors, je vais prendre mon ordre. Je peux m'arrêter 10h30, ça ira. Comme ça, je vais arriver à quelque chose. Voilà, ce que je voudrais dire aussi, c'est que travailler à la conceptualisation, être attentif aux aspects de conceptualisation est d'autant plus important que vous avez affaire à des élèves qui présentent des déficits intellectuels, des retards mentaux ou des difficultés d'apprentissage. Je vais développer ça. Là, ce sont des données que j'aime beaucoup. Bon, c'est une méta-analyse relativement ancienne, mais elle porte sur des milliers de travaux qui ont été conduits, sur des groupes, sur des participants avec retard mental et sans retard mental. Et donc vous avez là une méta-analyse sur un ensemble de tâches qui mettent en évidence les types d'activités sur lesquelles il y a le plus de différence entre les deux populations. Alors, selon les travaux, soit à même âge chronologique, mais beaucoup de travaux sont conduits à même âge, on va dire, mental, même âge de développement, ce qui permet de centrer, de mettre en évidence les déficits un petit peu les plus spécifiques. Alors, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais bon, on voit qu'il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de différence, quels que soient les groupes, ou peu de différence. Ce qui nous indique la différence, c'est la taille des faits moyens. Au plus elle est grande, au plus la différence est importante. C'est exprimé en écart type. Donc c'est le nombre d'écart types, ou de points d'écart type que les participants avec retard mental se démarquent de l'autre groupe. Et puis vous voyez que bon, alors vous avez des choses du type rappel. Rappel, et on voit que le rappel libre fonctionne moins l'objet de moindre différence que l'apprentissage, que le rappel ordonné, mais si on va au bout du tableau, on va trouver la résolution de problèmes, et oui, ça montre comment, on voit comment la différence importante qu'il peut y avoir entre les deux populations, y compris quand on les appareille sur l'âge mental, c'est bien les activités dans lesquelles il faut du contrôle, il faut de l'autorégulation et il faut de la compréhension. Donc, voilà. Et puis, là, c'est une courbe théorique que je vous présente, mais qui reflète un grand nombre d'expériences que j'ai conduites. Donc, j'ai conduit beaucoup d'apprentissage cognitif, moi, mes étudiants, avec des participants avec retard mental, légers et modérés. Et bon, on a conduit peut-être une quinzaine d'expériences différentes. Et nous avons suivi, c'est une caractéristique de ces travaux, nous avons suivi ces participants pendant relativement longtemps. Hein, vous voyez, pendant 3 à 4 ans. Alors, donc vous avez là, c'est un résultat théorique, mais vous avez 4 groupes de participants, des participants qui sont entraînés et des participants avec et sans retard mental, qui sont entraînés ou qui sont témoins et qui ne sont pas entraînés. Alors, on voit une première chose, c'est que l'entraînement a été, si on disait entraînement cognitif, je vous donnerai tout à l'heure des situations que nous avons pu utiliser, que l'entraînement est efficace auprès des participants avec retard mental d'une certaine manière, dans une certaine période. Ça leur permet, pendant un certain temps, de ne pas être trop décollés, des participants sans retard mental. Bien sûr, alors une fois que l'entraînement a été terminé, on les a plus entraînés. Ce que vous avez appelé sont des post-tests qui sont différés, 1 an, 2 ans, 3 ans. On les a plus entraînés. Donc voilà, au moment de partir d'un certain temps, on a à nouveau une dissociation entre les deux groupes. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de voir les résultats du groupe témoin des participants avec retard mental.
Donc, les indicateurs que nous avons sont des indicateurs de conceptualisation. Donc là, on avait une batterie d'épreuves PGCL. Ce sont des indicateurs de conceptualisation. On s'aperçoit que les participants avec retard mental témoins ne bougent pas du tout, ne progressent pas. Et pourtant, ils étaient scolarisés comme les autres, comme ceux qui ont été entraînés, ils étaient scolarisés, bénéficiaient d'une intervention, etc. Et ça montre, ça montre bien que d'une part, il y a un potentiel développemental chez les personnes avec retard mental, il faut trouver ce qui déclenche, mais que le progrès conceptuel n'opère, apparaît qu'à partir du moment où vous y travaillez de manière spécifique, où vraiment vous êtes centré sur la conceptualisation. Parce que pendant ce temps-là, ils ont quand même progressé en âge mental, ils ont gardé pour parler cru, ils ont gardé le même QI, aucune raison. Donc ils ont progressé en âge mental, mais ils n'ont pas progressé sur la conceptualisation. Et il est évident que pendant ce temps-là, ils ont acquis aussi beaucoup de connaissances, mais qu'ils n'ont pas non plus transformé peut-être en compréhension. Et donc, moi, c'est de mes données, bon, parce que d'une certaine manière, on sait très bien que quand on conduit ça ne marche pas tout le temps. Quand on conduit une intervention auprès de participants qui présentent problèmes développementaux d'apprentissage, ça a plutôt tendance à donner des effets. Quand on s'y prend tranquillement, en ayant un nombre d'interventions suffisamment respectables, et puis qu'on sait à peu près ce qu'on fait, ça fonctionne. Mais ce qui me paraît important là, c'est de souligner que sans cette intervention spécifique, ça a tendance à ne pas se développer, alors que le potentiel existe. Parce que, vous voyez, on a suivi ces participants pendant 3 ans, où ils n'avaient pas perdu ce qu'ils avaient acquis. Donc, on peut penser que les progrès conceptuels étaient des progrès conceptuels qui étaient intégrés. Voilà. Et je mets ce résultat en évidence avec un travail sur lequel Sylvie a attiré mon attention, sur le fait que, bon, l'étude longitudinale d'un auteur qui s'appelle Bion, qui montre que le décodage se développe tout au long de l'école primaire chez les élèves avec déficience intellectuelle, tandis que la compréhension, elle, ne se développe pas. Et donc on voit bien que dès qu'il y a un aspect conceptuel, la compréhension, c'est le développement conceptuel, il faut une intervention spécifique et une intention particulière à ce type de développement. C'est ce que je voulais dire ici. Bien. Alors, il me reste 5 minutes pour arriver au bout de la première partie. Mon problème, c'est que j'ai mon introduction quasiment aussi que le reste. Alors, voilà ce que j'avais prévu. J'ai vraisemblable que je n'arriverai pas jusqu'au bout, mais ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'on passe un bon moment ensemble et que ce soit suffisamment tranquille pour que ça fonctionne. Donc, ce que je voulais maintenant, c'est dire encore quelques mots sur la conceptualisation et évoquer les retards en conceptualisation. Le thème de la conceptualisation et du retard mental. Alors, j'avais un exemple que certains connaissent ou pourraient se reconnaître parce que Sylvie leur a présenté le truc. Moi, je vais passer là parce que je n'aurai pas le temps, mais je vais passer directement à une définition. Voilà, se reconnaissent, très bien. C'est anonyme quand même, donc. D'accord. Ah, quand même, voilà. Conceptualisation du temps, ça vous dit quelque chose, ça? Conceptualisation du temps. J'aime bien ça parce que ça montre. Voilà, ça montre. Alors évidemment, conceptualisation, c'est un autre niveau développemental. Voilà, vous avez ces 3 images qui sont tirées de ce magnifique ordo. Et je vous demande, ce que nous ne demandons pas de faire dans l'activité elle-même, hein, mais je vous demande de leur mettre en ordre. Ça va? J'imagine que vous allez quand même vous débrouiller pour faire ça. Alors, il y a toujours des originaux pour vouloir faire autre chose. Très bien, ça va. Maintenant, je vous demande de placer cette image. Où allez-vous la placer? Allez. En 3e. Bon, là encore, c'est... Voilà, très bien, on va passer en 3e. Ça vous va? Jusque-là, vous avez répondu vous avez mis en évidence votre compréhension de l'ordre. L'ordre. Les relations avant-après, fondées sur
la causalité physique. On construit un bonhomme de neige, etc. Sur vos connaissances et sur la causalité physique. Ça va? Bien. Est-ce que je parle souvent du temps parce que aussi bien dans les établissements spécialisés où je vais travailler ou quand je forme des éducateurs spécialisés et qu'avec les enseignants de maternelle, ces professionnels passent beaucoup de temps sur le temps. Tous les matins, il y a des rituels, tout ça. Et parfois, c'est un peu décourageant parce qu'ils ont du mal. C'est des choses qui sont assez répétitives et ça ne fonctionne pas toujours aussi bien qu'ils ne le voudraient. Et je tiens à vous montrer que ce n'est pas si simple. Jusqu'à présent, on a travaillé sur l'ordre. Maintenant, ok, donc on a construit ces 4 images. Alors, celle-là, où elle va? Où est-ce que vous allez placer cette image? Pardon? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous parlez de quoi là? Est-ce que c'est de l'ordre? C'est du temps. Là, vous êtes en train de vous rendre compte que le problème, c'est du temps. Mais est-ce que vous pouvez vraiment la placer? Alors, mais il y a toujours des gens qui vont nous dire « Ouais, mais la neige, elle était un peu plus foncée, un peu plus sauvage. » Bien, on ne croit pas. Mais en fait... Il n'y a pas l'aller-retour. Pardon? Il n'y a pas l'aller-retour. Il n'y a plus de traces. Il n'y a pas. Ouais, mais il a plus léger entre temps. Bon, les images n'ont pas été fabriquées pour ça, donc il y a un petit défaut. Mais vous voyez que là, la question, c'est la question du temps. Et je comprends le temps quand je suis capable d'organiser 2 séries temporelles disjointes. Elles sont disjointes, je ne peux pas les raccorder. Je ne peux pas les raccorder, et comme je ne peux pas les raccorder, je dois me raccorder à quelque chose qui me permet de les unifier, qui est cette notion générale, le temps. Ça va? Bon, là encore, une situation qui vous permet de faire le Alors, bon, conceptualiser, moi je voulais évoquer les problèmes de compréhension de texte, tout ce que j'ai fait. Bon, vous avez un texte là, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire un dessin qui conceptualise, j'espère que j'ai rien oublié, qui conceptualise, celui-là c'est moi qui l'ai fait, si il n'y a pas mis dans ça. Oui. Qui conceptualise. Alors qu'est-ce que ça veut dire conceptualiser? Dans ce cas-là, conceptualiser, ça veut dire marquer l'ensemble des relations qui sont dans le texte, si on peut. Donc c'est un système relationnel qu'on est en train de mettre en place. Alors, voilà la définition de la conceptualisation, c'est quoi? C'est se former une représentation explicite, plus ou moins complète, parce que les conceptualisations ne sont jamais définitives, totales, on les réélabore en permanence, des éléments du fonctionnement d'un système relationnel. Alors, le système relationnel, ça peut être un objet, comment marche un objet, ça peut être l'analyse des formes de l'arrobase. L'arrobase, c'est un système relationnel, quand je suis capable de trouver des formes et puis de les mettre en relation. Ça peut être des phénomènes physiques, ça peut être de la causalité psychologique, tout ce que vous voulez. C'est pas, voilà, un système relationnel.